Éloge de Descartes. Ce qui nous manque toujours pour comprendre Descartes, c'est l'intelligence. Claire souvent d'apparence, de façon qu'aisément on le suit, ou bien on le réfute, presque impénétrable partout. Nul homme peut-être n'a mieux conçu pour lui-même, mais trop solitaire peut-être, encore solitaire lorsqu'il parle. Son langage n'avertit point, il est selon la coutume. Descartes n'a pas créé un langage, ni refait sa religion, non plus ni ses passions, ni ses humeurs, tout cela ensemble éclairé par le dedans. Son langage si naturel nous l'apporte. Loin de changer le sens des mots, au contraire, il entend chaque mot dans tous ses sens, à la fois comme doit un homme. Le Dieu des méditations, c'est le Dieu des bonnes femmes. Il écrit le traité des passions comme il va à Lorette. Et l'illumination de sa fameuse nuit, c'est un miracle, et c'est sa pensée. Descartes est ici et partout, entier et indivisible. Nul n'a philosophé plus près de soi. Le sentiment devient pensée sans rien perdre. L'homme s'y retrouve tout, et le lecteur s'y perd. Ce regard noir ne promet pas plus. Il n'encourage guère, quoique poli. Par là, il faut comprendre cet esprit conservateur et assez méprisant qui se défend de révolution, car il n'a rien renié de lui jeune, et il a tout changé, mais non dans la structure, en esprit seulement, sans révolution et sans rue neuve. Ayant pensé avec suite une bonne fois à distinguer la pensée et l'étendue, il n'a plus craint de confusion ensuite, ni aucune difficulté. Tout fut renvoyé en son lieu, toute âme en l'esprit, sans en laisser traîner dans les choses. Et, en échange, tous les mouvements renvoyés à la chose étendue, et toutes les passions rejetées dans le corps, chose redoutable mais maniable et finie. Mais tout cela passe bien sans que le lecteur y pense trop, au lieu que l'animal-machine ne passe point du tout. Par les mêmes causes qui font que le sens commun se contente aisément des autres choses, il résiste là. Parce que, s'arrêtant aux petites raisons, toujours contestables, il ne les voit pas. Il ne voit pas que l'auteur répète ici encore les mêmes choses, mais plus fortement. À savoir que dans aucune chose, il n'y a rien que partie et mouvement, tout y étant étalé, sans aucun mystère ramassé, sans aucun embryon de pensée, qui serait désir, tendance ou force, que tout mouvement est mécanique seulement, et toute matière géométrique seulement, qu'il ne faut donc point s'arrêter au mouvement du chien qui reconnaît son maître, qu'au reste les passions de l'homme, colère, envie, haine, imitent encore bien mieux la pensée et le raisonnement. Quoiqu'il soit fou de s'y laisser prendre, car il n'y a là-dedans ni jugement, ni connaissance, ni preuve, mais seulement des gestes et du bruit. Ainsi, il ne faut point dire du tout que les animaux pensent, puisque la seule preuve qui serait qu'un chien rêva devant un triangle tracé par lui manque tout à fait. Et pour combien d'hommes cette précaution n'est-elle pas bonne aussi? Mais il y a bientôt 3 siècles que le portrait de Descartes attend que l'on comprenne, sans espérer trop. Cet éloge de Descartes est évidemment insuffisant. On ne peut le compléter qu'en étalant en bon ordre toutes les pensées de Descartes. Qu'y a-t-il là-dessus à retenir pour l'apprenti? Je crois que le principal est le célèbre, je pense donc je suis, qui fonde la vérité des pensées comme pensée. C'est le monde où le philosophe est maître de ses combinaisons. C'est alors qu'il pense sa pensée, ce qui est proprement philosophé. Une autre idée de grande portée, c'est celle-ci que par opposition à la pensée se trouve définie la matière du monde comme un mouvement de corpuscules. L'animal-machine en est un exemple fort disputé. L'important est de comprendre que cela est évident pour Descartes, pensant. Par là, l'existence est définie, c'est-à-dire la nature, et Descartes est un de ceux qui ont refusé de supposer quelque pensée enfermée dans la chose. Aristote croyait qu'un astre se conduit lui-même d'après des pensées. C'est la théologie étendue à tout. Descartes a résolu d'économiser ces suppositions qui sont plus obscures que ce qu'il s'agit d'expliquer. Tel est Descartes, l'ami et le frère de l'apprenti. Par exemple, ayant à traiter de l'aimant, il se garde absolument d'y supposer une pensée, un désir ou une affection. Il recherche quel mouvement de corpuscule il faudrait inventer pour expliquer les pôles et les attractions. Ainsi, sans avoir le moyen de prouver ce qu'il suppose, le double fût sortant par les pôles de la Terre et frottant contre l'aimant qu'il finit par tourner selon la loi des pôles, sans pouvoir prouver cela. Il est pourtant dans le vrai parce qu'il a fait la supposition juste et digne du physicien, c'est que ce sont des tourbillons extérieurs qui meuvent les aimants. Il suffit de ces exemples pour définir Descartes comme esprit libre et seul maître de ses méditations. Le fait. On dit bien partout que nos connaissances sont réglées par les faits limités là.
Mais on ne l'entend pas assez. L'expérience est bien la forme de toutes nos connaissances sans exception, mais non point ce dont on part avant dans toute idée, ni ce qui décide entre une idée et l'autre. Le fait, c'est l'objet même, constitué par science et déterminé par des idées, et a un sens par toutes les idées. Il faut être bien savant pour saisir un fait. C'est un fait que la Terre tourne, et il est clair que pour saisir ce fait, il faut ramasser et joindre, selon des rapports élaborés, beaucoup d'autres faits, qui enferment aussi les conditions du même genre. D'abord, que les étoiles tournent d'Orient en Occident, et tous les corps célestes aussi, comme autour d'un axe immobile. Aussi, que les étoiles sont merveilleusement loin et de grande masse. Aussi que certaines planètes tournent sur elles-mêmes, comme on peut voir. Aussi que les retards de la Lune, du Soleil et des planètes s'expliquent si l'on pose que la Terre est une des planètes et la Lune son satellite. Aussi que la pesanteur augmente si l'on va de l'équateur au pôle, et cela suppose des idées mécaniques, physiques encore, et la mesure par le pendule. Mais considérons le fait le plus simple que les étoiles tournent. Cela ne se constate encore que par observation répétée, souvenir, représentation, mesure. Quant à cet autre fait que les étoiles sont fort loin et quelques-unes relativement près, il est bien remarquable aussi si on l'examine par les hypothèses qui le portent, car les étoiles les plus rapprochées n'offrent des faits de parallaxe que pour un observateur transporté le long de l'orbite terrestre. Nos bases terrestres sont trop petites, et c'est pourtant un fait qu'il y ait des étoiles moins éloignées que d'autres. Un fait aussi que la Lune est bien plus rapprochée de nous que le Soleil, et plus petite. Tout cet édifice de faits est géométrique. C'est un fait encore que l'accélération de la pesanteur est de 9,80 m à Paris, mais pour celui qui le constate, il y a beaucoup à comprendre, les idées d'abord et puis les instruments par les idées. Le plan incliné, la machine d'Atwood le prouve assez, et même le cylindre enregistreur, à la fois chronomètre et géométrie tournante. La mesure des chaleurs spécifiques n'enferme pas moins de connaissances, et non pas des connaissances accessoires, mais des hypothèses, où l'idée posée là, sans laquelle l'expérience ne serait pas. Chacun, dans la science qu'il connaît le mieux, pourra chercher et suivre de tels exemples. Il sera bien étonné de découvrir dans la plus simple expérience toutes ces idées élaborées dont il se sert comme d'instruments pour saisir et pour déterminer. Jusque dans l'histoire, où il verra qu'un simple fait, Louis XIV, mort en telle année, enferme la connaissance de la suite de l'histoire, de la critique et aussi de l'astronomie. Mais pourquoi insister? Parce qu'il est clair que la forme cubique de ce dé est un fait aussi, mais déterminé par l'idée du cube, laquelle ne peut être saisie ni par les yeux ni par les mains. Je renvoie le lecteur à ce que j'en ai dit qui suffit. L'instruction, dit Lachelier, est cette opération de l'esprit qui nous conduit de la connaissance des faits particuliers à celle des lois qui les régissent, définition à retenir. Toutefois, ayant discuté là-dessus avec cet homme éminent lui-même, je vis bien qu'il ne pouvait garder sa position. J'ai à dire sur ce sujet à peu près ce que j'ai dit du concept, sous une forme un peu plus paradoxale. C'est que nous n'allons jamais des faits aux lois, mais toujours des lois aux faits. Nous pensons loi parce que nous pensons. L'exemple le plus remarquable est dans le mouvement, par quoi nous pensons a priori n'importe quel changement. Et je demande comment nous ferions pour penser un mouvement sans loi, alors que le mouvement est par lui-même une loi, comme la ligne droite est par elle-même une loi. Vous remarquerez ce mouvement de la réflexion qui renverse les problèmes, et vous vous exercerez à le retrouver. Se représenter les mouvements du ciel, c'est penser les lois du ciel. L'attraction ne fait qu'énoncer la liaison réciproque de tous les mouvements célestes, et cela est d'abord une loi. La chute d'un corps est une loi, car un mouvement, n'importe comment ne sera point une chute. S'il est rectiligne, c'est une loi, accélérée de même, uniforme de même. L'homme le plus simple pense toujours une loi, comme ces sauvages qui, ayant pris une énorme tortue, le jour de l'arrivée du missionnaire, ne purent croire que ces faits remarquables n'étaient pas liés. Aucun homme ne manquera sans précaution d'un aliment qui lui a nui une fois, ne mangera sans précaution d'un aliment qui lui a nui une fois. Toutes les propriétés des corps, du bois, du métal, d'un fruit ou n'importe sont bien des lois. Une épine est une loi. Le contenu de l'expérience consiste en des lois. Le cuisinier qui fait bouillir de l'eau attend l'effet d'une loi. L'homme qui boit pour calmer sa soif fait de même. L'homme, cet objet constant de nos recherches, consiste en des lois qui nous assurent qu'il est fort, intelligent, doué de mémoire et ainsi de suite. On ne dit jamais « cet homme en telle circonstance a montré du courage », mais on pense qu'il est courageux. C'est sa loi. La loi de Socrate était la sagesse. Cela veut dire que dès qu'on pose l'existence d'un objet, il faut lui attacher des propriétés.
Les manœuvres de l'esprit dans l'induction consistent à douter de la loi et à tendre des pièges pour se rassurer. Chéréphon, quand il revenait à Socrate, s'assurait que Socrate était le plus sage des hommes. Cela revient à dire que nous ne pensons les faits qu'après critique et investigation. Par exemple, on veut savoir si la comète annonce toujours un vin extraordinaire. Mais l'esprit trouve assez à faire quand il cherche la loi de la comète, position, marche, nature de la courbe et choses de ce genre. Par ces lois, il pense le fait comme tel. Une couleur, c'est une place déterminée dans le spectre, le vert entre le bleu et le jaune. Tant qu'on ne pense pas cela de la couleur, on n'en pense rien. D'où l'on voit que les hommes disent souvent une couleur brillante, une belle, ou belle, faute de pouvoir en déterminer la loi. Le physicien, en une couleur, pense un certain indice de réfraction. Il n'est pas nécessaire de chercher des exemples, ils se présentent d'eux-mêmes. Je choisis les plus difficiles, un bleu clair. C'est un bleu que l'on rencontre en imaginant les bleus depuis le blanc, ou si vous voulez la série des bleus dans les modèles de lainage. Je veux dire qu'on ne peut manquer de le rencontrer dans cette série continue de bleus, depuis le presque blanc jusqu'au bleu foncé. Il y a des lois aussi dans les nombres. Il n'y a de nombres que par les lois des nombres. Toujours après 12, on trouvera 13, et 13 aura toujours les mêmes propriétés d'être premier. Nous ne comptons que par loi. En cet exemple, on comprend même le pourquoi de la loi, car l'opération qui forme 13, 12 plus 1, nous est connue. Elle ne peut être autre. Kant disait que l'entendement est par lui-même une législation de la nature. Certes, cela est difficile à entendre, mais par les nombres, on l'atteindra assez bien. On l'entendra assez bien. Maintenant, il faut dire qu'un esprit faible ne forme pas de nombres, mais seulement des mots, et du vent, flatus, vocis. Traiter de l'induction, c'est écrire l'entendement. On ose aller jusqu'à dire que sans loi, les sens eux-mêmes ne saisiraient rien. Et pourtant, il est clair, par exemple, du bleu, qu'on ne peut voir un objet bleu sans supposer une loi de cet objet qui y rattache cette couleur. Des causes. Problème surchargé en termes ambigus. On entend par cause tantôt une personne, comme dans l'histoire ou dans les procès criminels, tantôt une chose. Et si c'est une personne, on entend bien en disant qu'elle est cause, qu'elle commence quelque chose dont par la suite elle répondra, en sorte qu'il s'agit bien ici de la cause première dont il sera traité sous le nom de libre vouloir. Si c'est une chose ou un état de choses qui en détermine un autre après lui, on entend bien au contraire que cette chose ou cet état de choses est à son tour déterminé par un état antécédent. Toute cause étant aussi effet et tout effet étant aussi cause. Comme par exemple dans une traînée de poudre, chaque grain en brûlant est cause que le suivant s'enflamme, et ce sont là des causes secondes, comme on dit. On voit que ces deux espèces de causes se distinguent comme le sujet et l'objet, ou si l'on veut, comme l'esprit de la chose. Or, le fétichisme, toujours puissant sur l'imagination, se meurt dans l'entre-deux, voulant toujours entendre par cause je ne sais quelle âme ou esprit agissant dans la chose et se manifestant par un pouvoir ou une propriété. Ce qui sera le plus sensible dans l'exemple où l'on attend le moins. Voici une pierre assez lourde et qui tombera si je la blesse. La cause qui fait qu'elle tombera et qui fait aussi qu'elle presse et pousse contre ma main, c'est bien son poids, comme on dit, et ce poids est en elle. Mais pourtant, non, pas plus que la valeur n'est dans l'or, l'autre fétiche ou l'amertume dans l'aloès. La pierre pèse, cela veut dire qu'il s'exerce entre la pierre et la terre une force qui dépend de la distance et des deux masses. Ainsi la terre pèse sur ma main aussi bien que la pierre, et cette force de pesanteur n'est pas plus cachée dans la terre que dans la pierre, mais est entre deux, et commune aux deux. C'est un rapport pensé ou une forme, comme nous disons. Mais qui ne voit que l'imagination ne fait ici inventer quelque effort dans la pierre et lutte contre notre effort et se trouve seulement moins capricieux que le nôtre. Cette idolâtrie est bien forte, l'imagination ne s'y attachera jamais. Le tout est de n'en être pas dupe et de n'en point juger par cette main crispée. Mais on voit aussi que c'est par le même mouvement de passion que nous voulons prêter une pensée au chien qui attend la soupe, ou à l'homme ivre, ou bien fou de colère qui produit des sons injurieux. Il en faut donc revenir à la forte pensée de Descartes, autant qu'on peut, et prononcer que cet esprit qui se représente les choses par distance, force et autres rapports ne peut jamais être caché dans l'une d'elles, non pas même dans notre propre corps, puisque le joint à d'autres et le connaît parmi les autres. Et tenant ferme là-dessus, nous ne voulons pas non plus supposer des âmes intérieures aux choses et prisonnières, car toute âme saisit le monde, plus ou moins clairement, plus ou moins éveillée, mais toujours tout indivisiblement. La connaissance que je ne puis avoir des étoiles n'a pas ajouté une partie
répartie à ma perception d'enfant. Elle a seulement éclairci. Elle a grandi, si l'on peut dire, du dedans, sans rien y ajouter. Il faut donc dire que toute conscience ou pensée est un univers en qui sont toutes choses et qui ne peut être dans aucune chose. Aussi bien loin de supposer une intention de velotter dans la pierre qui pèse, je ne dois même pas en supposer en cet animal qui se ramasse pour bondir. Car il pense, c'est tout l'univers qu'il pense, et lui dedans, ce que Leibniz sut bien dire par ses monades, mais sans se délivrer tout à fait de cette idée que les monades sont des parties ou composants. Descartes, moins soucieux de l'opinion, avait vu plus loin. Ainsi, voulant traiter de la cause dans l'objet, ou mieux de la cause comme objet, rejetons l'objet à lui-même, et n'y voyons qu'étendu, en tant des rapports extérieurs absolument, jusque dans le corps vivant. C'est la clé du vrai savoir et la vraie liberté, comme nous verrons. Après cela, et appuyé sur cette puissance idée, source unique de toute physique virile et efficace, nous devons seulement distinguer la cause de la loi, ce qu'on ne fait pas assez, car par exemple, le nuage n'est pas cause de la pluie par lui-même. Il faut encore un refroidissement tel que les gouttes grossissent et parviennent au sol avant d'être de nouveau vaporisées. Et quand toutes ces causes, comme on dit mal, sont réunies, c'est la pluie même. Aussi, quand toutes les conditions de l'ébullition de l'eau, une certaine pression, une certaine température, une certaine tension de surface des petites bulles sont réunies, c'est l'ébullition même, en tant que l'ébullition n'est pas la cause, je veux dire l'ensemble des causes suffisantes, n'est pas non plus. Ainsi, dans de tels exemples, le rapport de succession échappe, et ce n'est que dans le langage commun qu'il est permis d'appeler cause la dernière circonstance, et sur laquelle souvent aussi nous avons pouvoir, comme ce petit cristal dans une solution sursaturée. Car il est clair que la solution est cause, aussi bien. Pareillement, l'on ne doit pas dire, à parler rigoureusement, que l'accélération d'un corps céleste à un moment est cause de son mouvement à l'instant suivant, car les causes seraient ici les positions des autres astres à chaque instant, dont tout mouvement gravitant est fonction. Et par cet exemple, on voit aussi que le rapport de cause à effet ne peut s'entendre que d'un état de l'univers à l'état suivant, ou de l'état d'un système clos à l'état suivant, autant qu'il y a de systèmes clos. Une chaîne réelle des causes ne peut donc être pensée que par une loi de devenir dirigée. Entendez qu'il y a un sens, de même que dans la série des nombres, ce sont les premiers qui forment ou produisent les suivants, mais non pas inversement. Or, une telle loi est apparue que tard aux physiciens. C'est celle d'après laquelle un système clos de ressorts explosifs de sorte de corps chimique, plus ou moins actif, change de lui-même vers un état d'équilibre mécanique, sans élévation de température. Ainsi, un mur dressé, un canon chargé, un arc bandé, un stock de charbon, un réservoir de pétrole, une poudrière, un corps vivant seraient des causes au sens strict. Mais le sens de ce mot s'étend toujours un peu jusqu'aux circonstances maniables, et même jusqu'aux conditions mécaniques d'un fait, dès qu'elles sont clairement expliquées. En ce sens, on dit même par exemple que la cause des mouvements célestes est la loi de gravitation, et cela est sans inconvénient, puisqu'on n'est pas ramené par là aux causes occultes, mais bien le contraire.